Et bonjour à tous et à toutes. Nous allons continuer la deuxième partie de notre formation sur les méthodes d'échantillonnage. Les méthodes d'échantillonnage sont classées en deux types. Nous avons les méthodes d'échantillonnage probabilistes où chaque individu de la population a une chance du moins connue d'être recruté ou d'être sélectionné. Et nous avons aussi la méthode non probabiliste où la sélection repose sur le jugement ou la facilité d'accès des individus. Et il faut comprendre que cette méthode elle est subjective, tandis que la première elle est objective. L'échantillonnage probabiliste. Il faut noter qu'il est utilisé si on souhaite obtenir un échantillon représentatif de la population avec un tirage aléatoire, c'est-à-dire au hasard. Et il est utilisé aussi lorsque c'est nécessaire d'interroger un grand nombre de personnes et que les résultats de l'échantillon peuvent être généralisés à l'ensemble de la population. Nous allons continuer sur les différents types d'échantillonnage probabiliste qui sont au nombre de 5. Et le premier type d'échantillonnage est échantillonnage simple aléatoire. Et il faut comprendre que dans ce type d'échantillonnage, chaque élément de la population ou chaque individu de la population a la même probabilité d'être sélectionné. Et la sélection se fera au hasard. Et nous avons l'exemple, par exemple, nous avons une liste de 10 ménages et on veut tirer au hasard 100 ménages parmi cette liste de 10, de 100, de 1000 ménages. Ensuite, nous avons aussi l'échantillonnage systématique qui consiste, si on peut le dire, à sélectionner à intervalles réguliers dans une liste ordonnée des ménages. Et c'est le cas, on a une liste ordonnée de 1000 ménages auquel on veut choisir un ménage sur chaque 10 ménages comptés. Et ceci consiste, on tire au hasard le point de départ. Après avoir tiré au hasard le point de départ, puis on prend tous les 10. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'échantillonnage stratifié, ici la population est subdivisée en sous-groupes homogènes, c'est-à-dire en strates. Puis on tire un échantillon aléatoire dans chaque strate. Nous avons l'exemple sélectionné des ménages selon les quartiers strates. Et ensuite, puis tirer au sort des ménages dans chaque strate. L'échantillonnage en grappe. Et dans ce type d'échantillonnage, la population est civilisée en grappes ou bien en quartier géographique. Et un certain nombre de grappes sont sélectionnés aléatoirement, puis tous les individus de ces grappes sont inclus dans l'étude. Nous avons l'exemple pour évaluer la couverture vaccinale contre la rage canine dans la région du Maradi, ou bien dans la ville du Maradi du moins. On sélectionne aléatoirement quelques quartiers parmi les quartiers de la ville de Maradi, puis on dénombre tous les ménages. Puis on tire et sélectionne les ménages cibles. Échantillonnage en plusieurs degrés multistage simple. Il consiste à réaliser un sous-échantillonnage à chaque degré. Et ce type d'échantillonnage est souvent utilisé pour les enquêtes de grande envergure dans les populations dispersées. C'est aussi un processus hiérarchique. Par exemple, vous allez sélectionner la région, ville, village et ensuite les ménages. Et voilà comment ça se passe. Nous avons l'exemple de sélectionner d'abord les régions du Niger et sélectionner ensuite les départements ou bien les villages par exemple, comme nous l'avons mentionné ici. Ensuite, nous allons sélectionner les ménages dans chaque village et ensuite nous allons sélectionner les individus par ménage. Voilà, nous allons voir maintenant les avantages et les inconvénients des méthodes d'échantillonnage probabiliste. Pour ce qui est de l'échantillonnage aléatoire simple, il faut comprendre que ses avantages et qu'il est facile à comprendre et à mettre en œuvre. Et chaque unité ou individu de la population a la même probabilité d'être choisi. Le résultat obtenu peut être généralisé à la population si l'échantillon est bien tiré ou bien si l'échantillon est représentatif. Et ses inconvénients est qu'il nécessite une liste complète de la population. Il peut devenir efficace pour des populations hétérogènes aussi. Et pour ce qui est de l'échantillonnage systématique, il est simple à réaliser et à appliquer sur le terrain. Il permet une bonne répartition spatiale des observations. Le moins coûteux et rapide à mettre en œuvre. Mais les inconvénients, il faut noter qu'il y a le risque de biais si un motif caché dans la population qui peut correspondre à l'intervalle de la sélection.
Il y a aussi la pression qui peut être difficile à estimer pour ce qui est de l'échantillonnage stratifié. Et il permet de réduire fortement l'erreur de l'échantillonnage. Il garantit la représentation de tous les sous-groupes et est plus précis pour des populations hétérogènes. Et pour ce qui est des inconvénients et qu'il est complexe à organiser, parce qu'il nécessite de connaître les strates, ce qui peut engendrer le risque de biais si la stratification est mal faite ou les strates sont mal proportionnées. Pour ce qui est de l'échantillonnage multi-stage ou multi-degrés, à plusieurs degrés, c'est un type d'échantillonnage qui est flexible, adapté aux grandes populations. Il réduit les coûts à ressources humaines et à logistique. Ne nécessite pas d'une liste exhaustive de la population. Mais pour ce qui est de ses inconvénients, il y a la complexité accrue de la conception et l'analyse de ces types d'échantillonnage. Il y a le risque d'erreur d'échantillonnage à chaque étape. Pour ce qui est de l'échantillonnage en graphe, il est très économique pour les populations dispersées. Et il réduit les coûts de déplacement et de logistique. Et il est utile quand la liste complète de la population n'est pas disponible. Mais ces inconvénients qui les moins précis si les grappes sont hétérogènes. Il y a le risque de biais si les grappes ne sont pas représentatives. Nous allons voir maintenant l'échantillonnage non probabiliste ou non aléatoire ou dirigé. Et il faut noter que ce type d'échantillonnage est choisi quand l'étude porte sur un petit échantillon, ou bien quand la recherche est exploratoire, ou bien quand les méthodes qualitatives de collecte de données sont appliquées, ou bien quand l'accès est difficile et la population est dispersée. En bref, ce type d'échantillonnage implique une subjectivité, il n'est pas objectif. Et ce type d'échantillonnage est utilisé lorsque l'accès à la population est difficile, comme je l'ai mentionné précédemment, ou lorsqu'on cherche à explorer des sujets spécifiques. Le moins représentatif, mais plus pratique dans certains cas. Nous allons continuer sur l'échantillonnage par quota. L'échantillonnage par quota consiste à sélectionner les participants selon des proportions prédéfinies basées sur certaines caractéristiques, par exemple le sexe, âge, zone. C'est l'exemple interrogé 50% d'hommes et 50% de femmes, même si la population réelle est différente. L'échantillonnage de convenance ou de commodité. Ce type d'échantillonnage se base sur l'accessibilité immédiate des participants. Exemple, interroger les personnes disponibles parmi la population lors de la collecte des données. Et nous avons aussi l'échantillonnage raisonné ou particulièrement dans ce cadre de type d'échantillonnage, la sélection se fait de manière délibérée selon l'expertise du chercheur ou l'objectif de la recherche fixé par le chercheur. Exemple, choisir des professionnels de santé expérimentés parmi la liste des agents de professionnels de santé fournis par le ministère ou bien une région. Nous avons aussi l'échantillonnage en boule de neige. Dans ce type d'échantillonnage, les participants recommandent d'autres sujets. Exemple, étudier un réseau de toxicomanes ou des leaders communautaires. Et en bref, il faut comprendre que dans ce type d'échantillonnage, c'est l'enquêté ou bien le participant à l'enquête qui te recommande un autre individu à enquêter ou un autre participant auquel tu vas enquêter. Et c'est l'exemple étudier un réseau de toxicomanes ou des leaders communautaires. Nous avons l'échantillonnage par recrutement. Dans ce type d'échantillonnage, les participants sont recrutés activement en fonction de certains critères, volontariat, caractéristiques spécifiques. Exemple, recruter des patients atteints de diabète dans des hôpitaux pour une étude clinique. Nous avons un échantillonnage en poule. Et dans ce type d'échantillonnage, des enquêtes d'opinion rapides sont souvent réalisées sur base des techniques de sondage aléatoire ou ciblé. Exemple, le sondage d'opinion pour prédire les résultats d'une élection. Et maintenant, nous allons voir les avantages et les inconvénients de quelques-uns. Pour le cas de l'échantillonnage par convenance, ces avantages est qu'il est rapide et économique, facile à mettre en œuvre. Ces inconvénients qu'il est très biaisé, peu représentatif, résultats non généralisables. Pour ce qui est de l'échantillonnage par jugement ou raisonné, il
permet un ciblage pertinent, utile dans des cas exploratoires. Ces inconvénients avec les objectifs, risque de biais non représentatif pour ce qui est de l'échantillonnage par quota, reflète certaines caractéristiques de la population. Il est facile à contrôler, mais ces inconvénients est que le non aléatoire biais de sélection possible, les statistiques sont limitées à appliquer. Pour ce qui est de l'échantillonnage de boule de neige, ici, il est utile, ces avantages qu'il est utile pour les populations cachées ou difficiles à atteindre. Et ces inconvénients est qu'il y a le biais des réseaux ou biais d'erreur, il y a la représentativité qui est limitée. Et pour ce qui est de recrutement volontaire, ici, il faut comprendre que le simple à organiser, il peut coûter aussi. Et le risque de biais, il y a le risque de biais d'autosélection et le peu représentatif aussi. Les choix de la méthode d'échantillonnage dépendent des objectifs de l'étude, des ressources disponibles, des contraintes pratiques, de la précision et de la représentativité souhaitée des résultats, et aussi des types de données auxquelles vous souhaiterez un peu les collecter, que ce soit les données qualitatives ou données quantitatives. Voilà, nous allons discuter un peu sur les critères d'inclusion et les critères d'exclusion qui sont nécessaires dans le cadre, si on peut le dire, de la ruralisation ou de la planification de la collecte des données, surtout dans le cadre d'échantillonnage. Et il faut noter que les critères d'inclusion sont des conditions ou caractéristiques qui doivent obligatoirement remplir les individus ou unités pour faire partie de la population qui sera étudiée ou bien de l'échantillon. Ils permettent de définir qui est concerné par l'étude. Par exemple, être propriétaire d'un chien dans la ville de Maradi, avoir un chien âgé de plus de 3 mois, résider dans la commune depuis au moins 6 mois. Les critères d'exclusion, ce sont les conditions ou caractéristiques qui entraînent l'exclusion d'un individu ou d'une entité, même si elle répond aux critères d'inclusion. Il vise à éliminer les cas qui pourraient fausser les résultats ou poser des problèmes logistiques ou éthiques. Nous avons l'exemple refus de participer, si on peut le dire, à l'enquête. Nous avons aussi des personnes, par exemple, qui souffrent des troubles mentaux, rendant la communication difficile. Nous avons aussi les ménages absents au moment de l'enquête. Il faut noter que ces critères-là sont importants parce qu'ils garantissent la cohérence et la fiabilité des données à recueillir ou à collecter. Ils permettent aussi de cibler la bonne population. Ils facilitent la reproductibilité de l'étude. Merci, merci, merci beaucoup. Nous sommes au terme de cette présentation et à la prochaine séance. Merci.